Sa vie ressemble aux aventures d'Indiana Jones. Patrick Voileau parcourt le monde à la recherche de trésors et il révèle ses plus beaux secrets dans un magnifique livre. Bonsoir Patrick Voileau. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé « Sur la piste des pierres précieuses ». C'est aux éditions du Trésor, les bien nommées maisons d'édition. Alors cette passion vous a saisi, Patrick Voileau, dès l'âge de 8 ans. C'est assez fascinant. Comment est-elle née ? Vous savez, tous les enfants s'intéressent, collectionnent les pierres, collectionnent les papillons, collectionnent les coquillages, etc. Bon, moi, j'ai collectionné les pierres, ma mère en a acheté quelques-unes, et puis j'ai continué à être passionné par c'est un peu comme un virus. Quand j'étais gamin, j'allais en chercher un petit peu partout en France, et dès que j'ai eu les moyens et que j'ai pu le faire, je suis parti à l'étranger, dans les mines, dans les différents pays. Et c'est un travail à plein temps, hein. Vous étiez docteur en pharmacie, vous avez donc tout plaqué. Alors, on va les voir, hein. Notre réalisateur va vous les montrer. Les deux plus grosses pierres précieuses sont à mes côtés. Je suis gourmand, je vous ai laissé les deux petites. Vous allez nous raconter l'aventure, hein, de ces pierres précieuses, comment vous les avez trouvées. Alors, dans ce livre, 6 expéditions, Patrick Voileau, c'est une véritable carte au trésor grandeur nature, hein. Oui, c'est un peu ça. Enfin, ce sont 6 expéditions parmi tant d'autres que j'ai faites. Ouais. Mais sont les plus croustillantes. Il y a la Colombie, la Tanzanie, la Birmanie, Madagascar, le Sri Lanka, le Pakistan aussi. Alors, vous avez apporté donc ces pierres précieuses. Prenons, je ne me trompe pas, celle-ci qui est à ma gauche. Elle vient précisément du Pakistan. Exactement. Racontez-nous son histoire. C'est une aiguemarine, c'est un cristal d'aiguemarine qui fait 4 kilos, qui vient d'une mine qui se trouve à 6000 mètres d'altitude. Et il y a un certain nombre d'années, je voyais arriver sur les marchés occidentaux des petits cristaux d'aiguemarine. Et bon, j'ai décidé de retrouver la mine, parce que personne n'était capable vraiment de dire où elle se trouvait. Donc, je suis allé au Pakistan, j'ai remonté l'Indus et jusqu'au Karakorum. Et au Karakorum, dans les contreforts du Karakorum, j'ai rencontré des villageois, dont un chef de village qui m'a dit « la mine, elle est là-haut ». Et là-haut, c'était 6000 mètres, c'était en face de l'Orakaposhi, qui est une montagne qui fait 8000. Et donc, on est monté sur cette montagne, et au moment où j'arrivais en haut, sortaient 2 cristaux, un de 2 kilos, un de 4 kilos. C'est-à-dire que là, précisément, vous n'aviez pas eu... Parce que vous racontez dans le livre que parfois, il faut y aller à l'explosif, hein, pour les trouver. Là, pour le coup, c'était comment ? C'était facile ou... Non, mais en réalité, vous savez, les pierres précieuses, c'est jamais vous qui allez les chercher. Ouais. Enfin, on va les chercher, on va dans les endroits où elles se trouvent, mais on ne vous laisse pas chercher. Ce sont les gens du pays qui cherchent, et vous les voyez travailler, etc. Mais on ne prend pas un petit marteau, et puis on ne va pas creuser, chercher quelques pierres, comme on peut le faire, je ne sais pas, en Auvergne, par exemple, etc. Là, eux, ils arrivent, ils creusent avec des marteaux-piqueurs, ils mettent des pains de dynamite, ils font exploser... Des parties de gouffres, sont comme des espèces de gouffres, et de temps en temps, il y en a un qui s'ouvre. Et vous avez ces cristaux, c'était assez incroyable, parce que quand ils ont ouvert ce gouffre, il y avait 2 cristaux posés sur des lits de mica. Le mica, c'est un petit peu comme... Ça ressemble à des roses des sables, si vous voulez. Et les cristaux étaient posés. Là, ils ont vu qu'elle allait sortir. C'était assez incroyable. Parlez des roses des sables, on sait comment elles sont façonnées avec le vent dans le désert. Comment sont façonnées les pierres précieuses ? Elles ne sont pas vraiment façonnées par le vent, les roses des sables. Non, pas vraiment. C'est comme du gypse, c'est comme la pierre à plâtre. D'accord. Si vous voulez, c'est parce qu'il y a des mers, très, très longtemps avant, il y a des mers dans le désert. Et bon, enfin, je ne veux pas les explications scientifiques, mais c'est du gypse en réalité. Et ça, on sait comment ça s'est formé. Ça s'est formé très profondément dans la terre. Et à quelques dizaines, voire centaines de kilomètres. Et c'est remonté grâce à l'entrechoc des continents. On est sur des plaques qui flottent sur le magma. Et les montagnes montent. Et en fin de compte, les pierres qui se sont formées très profondément montent progressivement. Et avec l'érosion, on les retrouve en haut des montagnes. Vous nous en avez apporté 4 en tout. On a déjà connu l'histoire de celle venue du Pakistan. La plus belle pierre que vous ayez trouvée, quelle est-elle ? Est-ce qu'elle est sur notre plateau dans 64 minutes sur TV5 Monde ? Pour moi, elles sont toutes belles. Enfin, celle-ci est quand même assez fascinante. C'est celle qui est sur la couverture de mon livre. Voilà, c'est une aiguemarine aussi qui vient du Pakistan, pas de la même mine que celle-ci, mais elle n'est pas du tout taillée, elle est complètement naturelle, on la trouve comme ça. C'est-à-dire que quand on ouvre des failles et des choses comme ça, on trouve un cristal comme ça, c'est quand même assez hallucinant parce qu'elle a un éclat tout à fait incroyable et une cristallisation particulière. Mais on a bien compris qu'on ne trouvait pas ça comme ça sur un chemin lambda, qu'il fallait quand même connaître les populations. Si, ça peut arriver. Mais détrompez-vous, de temps en temps, vous voyez, on parlait, voilà, ça c'est un rubis qui vient de Birmanie. En Birmanie, à Mogok, il y a
un certain nombre de personnes qui ont fait fortune en se baladant parce qu'il y a des alluvions qui descendent de la montagne et de temps en temps, il y a des éboulis avec les grandes pluies, de la mousson, etc. Et dans les éboulis, ils trouvent de temps en temps des rubis, des saphirs, etc. Ouais. Il y a... Enfin, ça tient à la fois de la légende et de la vérité. Il y a des gens qui ont vraiment fait fortune en trouvant un gros rubis sur leur chemin. Mais c'est la période des vacances, il faut toutefois faire attention. Celui-ci, par exemple, qui vient de Birmanie, si on le trouve avec une grande chance, est-ce qu'on peut l'emporter avec soi dans ses bagages, dans sa valise? Alors, normalement, en Birmanie, non. Il y a des pays où on peut sortir les pierres brutes. Mais notamment en Birmanie, on n'a pas le droit de sortir de pierres brutes. Il faut des autorisations spéciales, ce que j'ai eu pour sortir celui-là, par exemple. On a le droit de sortir que des pierres taillées et montées. Bon, tout ça, c'est fait pour protéger un petit peu les filières du pays, de façon à ce que les gens du pays, un certain nombre de métiers puissent fonctionner, comme les lapidaires qui taillent les pierres, les joailliers qui montent les pierres, etc. Et aussi parce qu'il y a parfois des trafics, des filières qui trafiquent autour des pierres précieuses. Il y a beaucoup de filières où les pierres sortent du pays sans passer du tout par le système gouvernemental, notamment en Birmanie. Il y a énormément, les plus beaux rubis de Birmanie sortent par la frontière de la Chine ou de la Thaïlande et vont jamais sur les grands marchés de l'Emporium, qui sont 2 grandes ventes annuelles en Birmanie. Bon, mais est-ce que c'est parfois source de conflit? C'était le sens de ma question. Source de conflit, non, pas vraiment. Si vous voulez, je vois ce dont vous voulez parler. Vous voulez parler éventuellement de le conflit qui s'appelait les diamants du sang, qui était en Afrique. Bon, ce conflit-là, si vous voulez, d'une manière générale, quand vous avez des envahisseurs qui rentrent dans un pays, ils prennent les endroits les plus riches des matières premières, c'est-à-dire les puits de pétrole, l'uranium, l'or. Et bien évidemment, en Afrique, il y a du diamant. En Centrafrique, aujourd'hui, par exemple, la question n'est pas réglée. Voilà, ils prennent les mines où on trouve du diamant parce que ce sont des matières qui permettent d'acheter des armes, de la nourriture, qui permettent de gérer la guerre. Vous savez, je dis souvent, on parle des diamants du sang et on a jeté un petit peu en disant sur le diamant. Mais vous prenez le Régent, qui est le plus beau diamant qu'on ait dans le Trésor de France, qui nous reste. Bon, il a servi à monter les guerres de la Révolution, parce que Napoléon l'avait mis au clou chez les banquiers hollandais pour avoir de l'argent. Et ça a servi à faire la guerre aussi. Donc, alors, on a cité plusieurs pays. Celui qui est à ma droite, cette pierre précieuse vient de Colombie, d'Amérique du Sud. Quelques mots sur son histoire? Alors, son histoire, elle vient d'une mine qui s'appelle Coscoès. En réalité, en Colombie, au nord de Bogota, il y a ce qu'on appelle le triangle vert. Et ce triangle vert, ce sont 3 mines, Coscoès, Chivor et Muso. Et ces 3 mines, si vous voulez, sortent les plus belles émeraudes du monde. Et c'est très dur d'avoir une émeraude comme ça, parce que généralement, quand ils trouvent un cristal comme ça, ils l'arrachent, parce que c'est un peu lourd. Il faut pas cacher. Mais on la trouve comme ça dans la nature, c'est-à-dire que dans les mines, ce sont des mines très noires, c'est une sorte de graphite, il y a des filons blancs, on trouve l'émeraude dedans qui se forment dans ça. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants, Patrick Voileau, vous n'atteignez pas ces pierres précieuses sans les populations locales, et d'ailleurs votre livre est aussi une forme d'hommage à ces rencontres. Quelle est celle qui vous a le plus marqué? Il y en a sans doute beaucoup, mais l'une de celles qui vous vient comme ça à l'esprit? Écoutez, les rencontres, certainement le Pakistan. Certainement le Pakistan, parce que ces gens, si vous voulez, ils ont des visages, ils sont très burinés, ils sont des montagnards, ils ont des chapeaux, ils ressemblent un petit peu... Puis dans l'actualité, le Pakistan, c'est souvent un pays... Voilà, on pense au terrorisme, etc. Violence, donc ils ont tous des têtes un petit peu de Ben Laden. Mais en réalité, ce sont des gens adorables qui se mettent en 15 quand on s'intéresse un peu à eux, et qui... j'ai vraiment suivi le cheminement de cette mine. Et lorsque, si vous voulez, je suis allé la première fois, il y avait une vingtaine de mineurs. J'y suis retourné, il y en avait 300. Mais ils ont utilisé leur argent d'une manière tout à fait honorable. C'est-à-dire qu'ils ont construit des écoles, des dispensaires, des choses très intéressantes. Et ils sont très reconnaissants au fait que j'ai fait de la publicité autour de leur mine qui leur a permis de vendre ces pierres. Et ils me reçoivent toujours d'une manière extraordinaire. Ils sont adorables. Vous êtes donc un aventurier, je disais tout à l'heure, Indiana Jones. C'est une passion, les pierres précieuses, que vous avez, mais qui est mondiale. Tout le monde n'a peut-être pas l'occasion de s'y frotter. Mondiale, mais aussi historique. Pourquoi cette fascination, selon vous? Sur les pierres précieuses? Mais parce que la pierre, elle nous a tout donné. C'est-à-dire, elle a tout donné à l'homme. Quand l'homme est devenu homme, si vous voulez, il n'avait rien pour se défendre. Il n'avait plus de griffes, plus de dents, plus rien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé un caillou, il l'a balancé sur un animal. Après, il a taillé ce caillou, il en a fait des haches, mais en le taillant, il a trouvé le feu.
Donc, en fin de compte, la pierre nous a tout donné. Ça a fasciné les gens de génération en génération. Si vous regardez les grands souverains du Moyen-Âge, même jusqu'à aujourd'hui, la reine d'Angleterre, qu'est-ce qu'ils ont sur leur couronne? Ils ont un rubis de vent qui représente le sang du Christ. Ils avaient des grosses pierres qui imprimaient quelque chose sur le peuple. Donc, la pierre, ça imprime quelque chose sur l'homme. Et je voyais des gens qui me disaient souvent les pierres précieuses c'est plus intéressant, etc. Mais quand Internet, la télévision, tout ça aura disparu, les pierres précieuses seront toujours là. Parce que les premiers écrits des Sumériens sur des tablettes d'argile parlaient déjà de pierres précieuses. Mais justement, il y a beaucoup de légendes aussi qui les entourent. Hein. Énormément. Ça fascine toujours les gens parce que ce sont des espèces de petits morceaux d'éternité qui sont vraiment fascinantes par leur couleur, par leur éclat. Il y a énormément de légendes, de malédictions sur des diamants, comme le Koh-i-Noor. Même la reine Victoria a marqué dans son testament que c'était une pierre maudite et qu'il fallait que surtout pas les hommes la portent et qu'elle sortirait jamais du trésor d'Angleterre. Ouais. Si vous deviez nous raconter une anecdote, on parlait tout à l'heure, vous avez fait un bel hommage notamment aux Pakistanais que vous avez rencontrés, une anecdote comme ça qui vous vient à l'esprit, quelque chose d'assez atypique auquel que vous ne vous attendiez pas, qu'est-ce que ce serait autour de ces pierres précieuses? Si vous voulez, on rencontre souvent beaucoup de gens. Vous savez, bon, je suis pharmacien aussi, et j'étais très cartésien avant de faire tous ces voyages. Scientifique, et je le suis toujours. J'enseigne toujours à la faculté de pharmacie, la minéralogie, tout ça. Mais d'un autre côté, si vous voulez, j'ai rencontré par exemple en Indonésie des chamans qui purifient des villages avec des gros diamants. Et je vous assure que c'est fascinant et on voit des choses complètement incroyables. Pour parler des diamants et de l'Indonésie, vous voyez des imams qui implantent des diamants sous la peau et qui les font migrer. Ce sont des choses qui sortent un petit peu du réel et du cartésien. Ça touche aussi des domaines de la religion et des domaines. Absolument. Merci beaucoup Patrick Voileau d'avoir répondu à nos questions sur la piste des pierres précieuses, édition du Trésor. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On va vous laisser repartir avec vos pierres précieuses, même si on a bien envie de les garder. Merci à vous. Je vous en prie.